Et ravie de vous retrouver sur CNews pour Face à Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour. Très heureuse d'être avec vous pendant 1 heure pour évoquer l'actualité depuis votre point de vue de philosophe bien sûr, mais aussi de citoyen attaché, faut-il le rappeler, à la souveraineté de notre pays et attentif à toutes les secousses qui traversent notre société. La première chose dont vous avez voulu nous parler cette semaine, Michel, c'est cette succession d'actes violents. Depuis l'agression de la jeune Samara à Montpellier le week-end dernier, lynchée par d'autres jeunes filles parce qu'elle voulait s'habiller à l'européenne et sans porter le voile. Il y a eu aussi le jeune Shemseddine, battu à mort à Viry-Châtillon par 4 hommes qui lui reprochaient de parler, d'avoir des conversations par SMS avec la sœur de 2 d'entre eux, une jeune fille de 15 ans. Et puis, il y a eu Bordeaux et ce crime au couteau perpétré par un demandeur d'asile afghan de 25 ans qui s'en est pris à 2 hommes de nationalité algérienne en leur reprochant de boire de l'alcool en cette fin de Ramadan. L'un d'entre eux est mort, l'autre a été grièvement blessé. On va d'abord, si vous le voulez bien, Michel, écouter la procureure de Bordeaux sur le profil de l'assaillant qui a été abattu par la police. Et puis, je vais vous passer la parole pour vous demander ce qui, selon vous, sous-tend toutes ces agressions. Mais d'abord, on écoute la procureure de Bordeaux. Le mis en cause décrit comme porteur d'un camis et d'un kéfier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les 2 victimes à coups de poing, puis il s'éloignait. Ces dernières se relevaient, puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour. Michel Onfray, qu'est-ce qui sous-tend toutes ces agressions ? C'est une lecture rigoriste de l'islam, selon vous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un conflit de civilisation. Et effectivement, il y a dans les textes sacrés de quoi faire son marché. Que ce soit dans la Torah, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ou dans le Coran, on peut choisir des textes qui vont nous permettre de défendre une option violente ou une option pacifiste. Il y a dans le Nouveau Testament des invitations à la violence. Jésus, avec un fouet qui chasse les marchands du temple, c'est pas le Jésus qui nous dit il faut tendre l'autre joue. Donc il y a eu tout un travail de civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, pour nous faire savoir que, même s'il y a eu les croisades, etc., mais que le Jésus pour tout le monde, c'était le Jésus du pardon des offenses, c'était le Jésus de l'autre joue tendue. Il y a dans le Coran, effectivement, matière à un islam de paix. Et de fraternité et de tolérance. Et puis il y a aussi dans l'islam nombre de sourates et de versets qui sont extrêmement violents, belliqueux, et qui nous disent d'ailleurs que si l'on est violent et belliqueux, on obtient son paradis. Ça, c'est problématique. Parce qu'effectivement, il y a une logique du pardon dans le christianisme et il y a une logique de la vengeance dans l'islam. Il a été dit à un moment donné qu'il ne pouvait pas être question de crimes d'honneur, que c'était des crimes de déshonneur. C'est ça. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui ai dit, on parlait de crimes d'honneur à propos Absolument. du jeune Shemseddine. Oui. Moi, je dis que ce sont des crimes de déshonneur. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Michel Onfray ? Et Dupond-Moretti a repris votre formule sans dire qu'elle était... Non, il a dit crime d'honneur. Oui, d'horreur. Qui pour moi ne veut rien dire. Oui. Parce que pour moi, c'est honneur-déshonneur. Oui, parce qu'il n'y a pas un honneur. Ça, c'est l'erreur de la Révolution française, de laisser croire que nous sommes universels. On est tellement géniaux, nous les Français, qu'on a dit la vérité pour toujours et pour tout le monde. Et que nous avons une bonne conception du droit, de la liberté, du féminisme, etc. Et que les autres civilisations n'ont qu'à se mettre au pas. Je rappelle quand même que c'est toute cette gauche qui rend possible les guerres de la Révolution française et puis ensuite le colonialisme et l'universalisme. Moi, je ne suis pas universaliste. Je pense qu'il y a un honneur musulman et que les musulmans procèdent d'une civilisation arabe, pour certains, pas tous. On peut être musulman et ne pas procéder d'une civilisation arabe, je renvoie à l'Iran, la Perse. Ça peut être la même chose, effectivement, en Afghanistan ou au Pakistan. C'est-à-dire, nous, on pense trop souvent que l'islam, c'est finalement l'islam de l'Afrique du Nord et point à la ligne, et c'est pas autre chose. C'est plus compliqué que ça. Et il y a donc une tradition arabo-musulmane qui fait qu'effectivement, à un moment donné, au moment de l'Hégire, dans les années 600, on a une civilisation qui devient une civilisation islamique. Mais avant, il y a une civilisation qui est une civilisation arabe, qui est une civilisation de tradition chevaleresque. On a le sens de l'honneur. Et, alors je ne juge pas. Il y a ceux qui nous disent l'islam c'est tellement formidable, il y a des gens qui nous disent l'islam c'est une telle catastrophe. Le philosophe dit mais c'est quoi exactement l'islam ? Est-ce qu'on peut s'entendre ? Est-ce qu'on peut réfléchir sur ce qui signifie l'honneur ? Il y a une conception de l'honneur arabo-musulmane qui n'est pas la conception de l'honneur judéo-chrétienne, la nôtre. Pourtant, il y avait des vendettas, il y a eu des affrontements à Fleuret, il y avait des duels à l'époque. Oui, mais vous avez raison de placer chronologiquement tout ça. C'est la Révolution française qui arrête les crimes d'honneur.
qui nous dit qu'il n'y a plus d'honneur. C'est quoi les duels? C'est des trucs entre aristocrates. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un aristocrate ne peut pas provoquer en duel quelqu'un qui l'aura mal servi au café, enfin dans une taverne, et qui l'aura regardé de travers. Et ça décimait d'ailleurs toutes les familles de la noblesse. Absolument. C'est pour ça que ça a été arrêté. Et on nous dit à un moment donné, la Révolution française nous dit l'honneur, tout ça, c'est une vertu bourgeoise, c'est une vertu aristocratique. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de politesse non plus. On s'appelle plus, on se dit plus vous, on se tutoie, on est citoyen, etc., etc. Donc nous avons eu une conception de l'honneur qui était très féodale, et nous avons perdu cette conception de l'honneur. Les musulmans, eux, l'ont gardée. Alors, c'est pas la nôtre, peut-être, quand on n'est pas soi-même musulman ou arabo-musulman, mais c'en est une, et ça se discute. Sur le terrain sexuel, par exemple, on estime que les femmes sont libérées, qu'elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent, comme elles le veulent. C'est l'héritage de mai 68. Mai 68, c'est ce que j'allais vous dire. Contraception, avortement, libertinage, après tout, on se teint les cheveux en rouge, vu que c'était un motif d'agressivité, où on se teint pas les cheveux en rouge, on fait comme on veut, etc. Et puis, de l'autre côté, on dit, mais pas du tout, c'est pas ça une femme. Une femme, ça appartient à son mari, ça appartient à ses frères, ça appartient aux cousins, ça appartient aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a une tradition phallocratique. Je ne dis pas c'est pas bien ou c'est bien. Je dis voilà, il y a une place du père, une place de l'homme. C'est misogyne et phallocrate. Une femme, c'est fait pour faire des enfants. Et si elle a une sexualité, c'est pour faire des enfants, etc. Et la conception de l'honneur... C'est vrai dans d'autres religions aussi, judéo-chrétiennes. Ça l'a été, mais c'est plus le cas. Quand même. Je pense que non, il y a une époque où... maintenant, vous pouvez dire, je veux pas d'enfants, je veux être autonome et indépendante, je fais ce que je veux de ma sexualité, je suis une libertine, etc., etc. Tout ça est possible. Et la civilisation arabo-musulmane dit non, c'est pas possible. Ce sont deux conceptions de la civilisation. Faites la même chose, non pas avec la sexualité, mais avec l'habillement. On nous dit qu'effectivement, cet Afghan, il était habillé d'une manière particulière, c'est-à-dire pas de jean et basket. Non. Et nous, on a l'impression. Il y avait la tenue religieuse et un kéfier qui lui cachait le visage. Voilà, c'est une tenue. Je ne vais pas la juger. Moi, par exemple, j'ai trouvé obscène qu'au Glières, on demande à des enfants avec des jeans et des baskets d'être là et de pratiquer la cérémonie d'hommage des Glières, aux résistants qui, effectivement, avaient été en combat avec les nazis, la milice, etc. etc. En Haute-Savoie. Nous, on n'a aucun problème pour dire, non, les enfants, ça peut arriver en jean et basket, il n'y a aucun problème. Eux, ils ont des tenues qui sont des tenues traditionnelles. Il y a des tenues d'hommes, et puis il y a des tenues tribales, il y a des tenues, etc. Là encore, je ne juge pas. Je dis, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'il y a des conceptions de l'honneur, qu'il y a des conceptions de la sexualité, qu'il y a des conceptions de l'habillement, qu'il y a des conceptions de la nourriture. Il y a des gens qui, en France, mangent du porc, de la charcuterie, boivent de l'alcool, et puis il y a des musulmans qui n'en boivent pas. Et puis il y a aussi, à Bordeaux, ces musulmans qui disent « nous, on fête la fin du ramadan avec un peu d'alcool ». Parce que moi, j'avais un copain musulman qui me disait « mais moi, pendant le ramadan, je ne bois pas d'alcool ». Je dis « mais ça veut dire quoi, que tu bois de l'alcool le reste du temps ?» Alors vous avez des gens qui disent « mais prenez un verset et qui vous dira que l'alcool est interdit ». Lui, il me dit « mais pas du tout, c'est pas l'alcool qui est interdit, c'est l'ivresse ». Mais vous faites du relativisme, là, Michel? Je veux bien qu'on dise ça, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande insulte, relativisme. Mais... Non, alors pas dans ma bouche. Non, pas vous. Non, j'entends bien. Mais je veux qu'on puisse penser la question de l'islam indépendamment de l'islamophilie ou de l'islamophobie. Bien sûr. C'est la phrase, vous savez, de Spinoza, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Je dis, mais lisez le Coran, lisez les hadiths du prophète, lisez une biographie, et puis tâchez de voir que peut-être le libertinage, les rillettes et la canette de bière, c'est pas forcément l'horizon indépassable. Maintenant, il y a une autre civilisation. Que fait-on de cette autre civilisation ? Alors on peut dire effectivement, vivez votre autre civilisation si on rend ça possible, parce qu'il y a avec tout ça quand même cette idée de la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que monogamie ou polygamie, est-ce que c'est acceptable ? C'est interdit en France, hein. C'est interdit, mais on sait très bien qu'il y a plein de choses interdites et qui sont tout de même tolérées. C'est interdit la GPA, mais vous pouvez avoir des enfants que vous êtes allé faire aux États-Unis et vous pouvez revenir avec et faire savoir que c'est formidable, faire un livre, être invité partout sur les plateaux de télé, vous n'irez pas en prison. Donc je pense que si on veut faire une analyse véritablement du choc des civilisations, il faut qu'on dise quelles civilisations sont en jeu. Qui dit quoi ? Et puis qu'on entende éventuellement les féministes ou les mélanchoniens, etc., nous dire il y a une bonne phallocratie, il y a une bonne misogynie, c'est bien quand les femmes sont au foyer, pourvu que ce soit le Coran qui le demande. On ne les entend pas beaucoup sur ce sujet-là. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je pense que si on voulait vraiment des débats, on arrêterait de dire, en faisant des jeux de mots, là, c'est pas vous que je vise, mais civilisation de l'honneur, du déshonneur ou de l'horreur, ou etc. Non, ce sont des civilisations différentes. Si on veut montrer que la nôtre est meilleure, supérieure, qu'on le fasse, qu'on soit à la hauteur et qu'on assume nos propres valeurs et qu'on s'en vienne dire que peut-être le libertinage c'est mieux que la monogamie, la fidélité avec des enfants qu'on marie en disant tu vas épouser cette femme, etc. Et je défends la civilisation judéo-chrétienne, c'est celle-ci que je défends. C'est la civilisation qui fut celle des mini-jupes, qui fut celle de la liberté, qui fut celle
etc. Et puis en face... Qu'il est encore. Ben, ça dépend où, ça dépend dans quel quartier. Je suis d'accord. Et vous avez bien vu que dans certains collèges et dans certains lycées, c'est plus du tout le cas. C'est des gens qui disent « Ah non, ça c'est fini ». Il y a même de proviseur de lycée Maurice Ravel qui a quitté ses fonctions il y a quelques jours. Et puis des syndicats il avait demandé à une jeune fille de retirer son voile. C'est provoqué. Voilà. Justement, j'aimerais attirer votre attention sur une autre séquence qui montre à quel point les islamistes, pour le coup, multiplient les provocations pour tester notre République. Là, c'est le gérant d'une boutique de chaussures qui a été menacé à mort à Strasbourg parce qu'il avait refusé à une vendeuse intérimaire le fait de venir travailler en portant le voile islamique. Ce qu'il a le droit de faire, puisque ce qui est prévu par la loi française. On va juste regarder un extrait de cette séquence, parce que la jeune fille, évidemment, a filmé sur son téléphone portable et l'a mis sur les réseaux sociaux. Puis on va essayer de comprendre pourquoi cet homme est menacé de mort aujourd'hui. Regardez. Vous allez vous mettre dehors parce que c'est mes affaires sont en haut. Je vais attendre que vous finissiez avec Student Pop. Vous m'excusez parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, je parle calmement. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener. Mais là c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires. J'attends que vous finissiez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissiez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y parler. Pas du tout. Vous me dites de partir parce que j'ai le Alors, voile. vous m'excusez, je suis au téléphone. Je parle. Oui, parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. La loi française, effectivement, qui dit qu'un employeur privé est en droit d'imposer une tenue vestimentaire, notamment dans le secteur du commerce. Le résultat, c'est que c'est ce monsieur-là qui est aujourd'hui menacé de mort. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de notre société ? Michel Onfray. Vous avez raison de dire que cette dame, elle pousse des pièces. On voit bien que quand vous avez ce genre de discussion, c'est quand même bizarre de filmer ça. Et puis quand vous avez filmé la chose, c'est quand même bizarre aussi, quand je dis bizarre, évidemment, c'est une litote, mais de mettre ça sur le net en sachant très bien que ça va produire ce genre d'effet et que ça va produire ce genre de commentaires. Donc vous avez effectivement des gens qui disent, oui, effectivement, il y a deux manières de vivre sa civilisation, mais il y a une manière qui va imposer la sienne. Une manière minoritaire qui veut devenir majoritaire. Et c'est là que c'est un peu problématique. C'est-à-dire que ce monsieur, il a effectivement des problèmes avec éventuellement une communauté de musulmans intégristes qui ont fait savoir qu'il serait du côté de cette dame et qu'il pouvait menacer de mort. Peut-être pas non plus des communautés, ce sont peut-être des individus qui interviennent de manière anonyme, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne le net. Et puis s'il y a encore quelques autres problèmes, qui va défendre ce monsieur ? Il y a un moment donné où le syndicat de la magistrature ne le défendra pas. Ça, c'est évident. Sans doute pas. La police le défendra. La police fait bien son travail. Et quand elle aura bien fait son travail, il y a un moment donné où, quand il faudra mettre cette dame en présence du juge, on fera savoir à ce monsieur que c'est un raciste, que c'est un islamophobe, etc. Donc il y a plein de gens qui préfèrent se taire ou qui préfèrent mentir. Mais on sait très bien que la discrimination, elle est perpétuelle. Si vous avez des CV pour un métier et que vous arrivez et que vous êtes 15 personnes et qu'il y a un poste pourvu, il y a 14 personnes qui n'auront pas été sélectionnées. Pour quelle raison ? On ne dira pas non plus qu'on fait des discriminations aux faciès, des filles qui ne sont pas jolies, sexy, etc. Ça ne se dit pas, ça non plus. On dira, bah non, madame, le poste est pourvu. Ou quelqu'un qui bégayera ou je ne sais quoi, on dira, bah non, madame, etc. Et comment vous faisiez, vous, Michel ? Vous avez été enseignant pendant longtemps, quand vous étiez confronté à ce genre d'attitude. Il y a 20 ans que je ne suis plus enseignant. Et j'ai été donc c'était il y a longtemps. Et on dira que c'était il y a 40 ans. Et donc j'avais une vingtaine d'années quand j'étais un jeune prof. La question ne se posait pas. Et je pense que maintenant elle se pose évidemment. Elle commençait à se poser. Il y avait une jeune fille dans ma classe qui était une jeune convertie musulmane. Et là, pour le coup, j'ai commencé à dire, bon, écoutez, on va lire le Coran ensemble avec la classe. En disant, c'est dit dans le Coran. Mais non, c'est pas vrai, monsieur. Je dis, je l'ai pas sur moi, mais évidemment, demain, je reviens. Il y aura le Coran, on va faire une analyse de texte. Et on fait une analyse de texte ensemble. Et on faisait un travail philosophique sur le texte. Comme on peut faire un travail philosophique sur les civilisations. Il n'y a pas que la charia, il y a aussi des traditions. Il y a une charia qui dit, voilà, vous êtes un voleur, on vous coupe la main. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire en France ? En tout cas, c'était possible dans un cadre scolaire, c'est difficile dans un magasin de chaussures. Oui, parce qu'effectivement, qui plus est, quand vous êtes filmé et que vous avez presque une arme sur la tempe, c'est une arme médiatique. Vous avez une arme médiatique sur la tempe et on dit, cher monsieur, vous êtes en train de parler à des millions de gens.
Et la dame, elle avance ses pions, et le monsieur, il se dit, il lui dit pas à un moment donné, arrêtez de filmer, il dit pas ça, il laisse faire. Il sait très bien qu'il y aura un usage de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a, oui, un choc des civilisations, mais ceux qui disent qu'il n'y a pas de choc de civilisation sont déjà des gens qui ont choisi leur camp. Et puis ensuite, quand ce choc de civilisation existe, on peut dire, mais nous en avons une aussi. Et on va vous expliquer pourquoi, plutôt que de dire non et en permanence, et je ne veux pas parce que vous avez un voile. Parce que finalement, tout ça, ça devient un problème alors que ça ne devrait pas en être un. J'ai beaucoup dit que le problème, c'était pas ce qu'on avait sur la tête, mais dans la tête. Cette dame, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle pense, c'est pas ce qu'elle a comme sur la tête. Si elle défend un islam d'une certaine manière laïcisé, c'est pas exactement la même chose que quelqu'un qui arriverait sans voile, mais qui en même temps serait déterminé à être une intégriste. Donc c'est pas aussi manichéen que ça de dire je vois votre tête, je vois votre religion, je vois votre nom, je vois votre voile, et immédiatement je vous associe à quelqu'un qui n'a pas le droit de faire ce genre de choses. On n'arrête pas de s'envoyer des j'ai le droit, j'ai pas le droit en France, et on ne discute plus. Et c'est terrible. Il y a un autre thème, Michel Onfray, sur lequel j'avais très envie de vous entendre aujourd'hui. C'est cette étude sur la lecture chez les jeunes, qui est absolument effrayante. Une étude Ipsos commandée par le Centre national du livre, qui montre que la pratique de la lecture chez les 7-19 ans est en chute libre. Et alors, si on prend la catégorie d'âge des 16-19 ans, ils passent moins d'1h25 à lire par semaine, quand ils passent 5h10 par jour sur leurs écrans. La différence est absolument vertigineuse. Et pour moi, tout est lié. Quand on n'a pas les mots pour s'exprimer, eh bien, c'est la violence qui devient un langage quotidien. On va juste écouter Emmanuel Macron, qui lui a demandé, en se rendant, je crois, au Festival du Livre de Paris, il y a très peu de temps, à ce qu'il y ait quasiment un quart d'heure ou une demi-heure de lecture imposée aux enfants. On va l'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il va nous falloir relancer très fortement l'initiative pour la lecture. Donc j'ai demandé à la ministre, et on va y travailler ardemment, à l'école, dans les bibliothèques, mais en quelque sorte dans tous les lieux où nos enfants se trouvent, les crèches et autres, s'assurer qu'on a des livres, mettre plus de livres, inciter à la lecture, et peut-être maintenant systématiser ces rites de lecture quotidienne. Un quart d'heure, une demi-heure de lecture chaque jour pour nos enfants. C'est, je crois, un geste très simple qu'on peut organiser dans la société. Pour Emmanuel Macron. Alors, il y a beaucoup d'injonctions dans cette société, mais l'injonction à lire, c'est pas une injonction comme les autres, Michel Onfray. C'est une journée de la femme. C'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est autre chose. Oui, c'est une journée de la femme, et puis le restant de l'année, on a le droit d'être misogyne. Ritualiser, c'était quoi l'expression? Oui, ritualiser la lecture. Le rituel. Donc, ça doit être un rituel. C'est pas un rituel, ça s'appelle l'éducation nationale. Mon père, il a quitté l'école, il savait lire, écrire, et il a été ouvrier agricole toute sa vie. Il a quitté à 13 ou 14 ans, il savait lire, non pas parce qu'il avait vu un rituel de lecture qui aurait montré qu'il y avait une espèce de truc magique qui s'appelle le livre, regardez les enfants, il y avait ce genre de choses. Il y a encore quelque temps, Gabriel Attal, qui est une espèce de ministre de l'éducation nationale bis, était en train de nous expliquer tout ça, formidable, puis il ajoutait, et puis aussi l'écran ceci et l'écran cela, etc. Ben voilà, quoi, c'est le en même temps. Il ne veut pas d'une génération TikTok, qui est un réseau social très connu chez les jeunes. De dire une chose pareille, moi quand j'étais jeune homme, j'allais dans une bibliothèque. Il y en a encore, il y en a encore, Michel, des bibliothèques. Oui, il y a encore des bibliothèques. Des bibliothèques peut-être, mais quand on a commencé à dire, voilà, on a des médiathèques, ça voulait dire qu'on mettait à égalité. À l'époque, c'était des cassettes VHS, ou c'était des disques 33 tours, et on disait, voilà, maintenant vous avez des disques, des cassettes VHS, des cassettes audio, et puis vous avez aussi les livres. C'était mettre le loup dans la bergerie. Il n'y avait qu'à faire une médiathèque avec des trucs pour des médias, mais un livre n'est pas un média comme les autres. Et on aurait très bien pu dire, non, c'est un sanctuaire. Pas du tout. C'est-à-dire on a commencé à toucher au livre, puis après on a commencé à faire une littérature pour enfants qui était une espèce de bouillie idéologique, alors que finalement on a des grands auteurs. Je relisais aujourd'hui, quand je dis relire, c'est vraiment relire, la chèvre de Monsieur Seguin. Des choses que j'ai lues quand j'étais à l'école, et je me suis dit, tiens, à quoi ça ressemblait véritablement ce texte d'Alphonse Daudet, très très intéressant. Parce que c'est une leçon de morale en même temps. Cette espèce de désir, de liberté, en disant la liberté, attention, il y a des loups dans un monde qui, etc. Et on se dit, bien sûr que c'est l'histoire d'un berger avec sa petite chèvre, mais d'un chevrier et avec sa petite chèvre, mais en même temps, c'est une leçon de morale. Bien sûr. Et on peut très bien dire, mais regardez, amenez les enfants au livre avec des histoires comme celle-ci. Je lis des contes de Maupassant ces temps-ci aussi, mais il y a un tas de contes qui sont des leçons de philosophie pour les enfants. Et plutôt que d'avoir une espèce de rituel de ceci ou je ne sais quoi, juste dire, mais l'école, c'est le lieu du livre, c'est pas le lieu du média, c'est pas le lieu de l'ordinateur, c'est pas le lieu de la tablette, c'est pas le lieu de l'écran. C'est aussi ce lieu-là, aujourd'hui en 2024. Oui, c'est surtout. C'est aussi c'est surtout. C'est-à-dire aujourd'hui, on apprend la grammaire ou la syntaxe avec une tablette. Ordinateur. Et nos
plus avec la main, avec le papier, avec l'écriture. Ce qui se passe par la main, ça sollicite pas le même cerveau. On est d'accord, le même endroit du cerveau. Mais pour en revenir au constat que je faisais, c'est-à-dire moins vous avez de mots en fait à votre disposition dans votre vocabulaire, plus votre vie en société est difficile et plus vous êtes amené peut-être à être violent parce que quand vous ne pouvez pas vous exprimer, quand vous ne comprenez pas les codes de la société dans laquelle vous vivez, la violence est peut-être parfois la réponse la plus simple. Oui, parce que vous avez raison, si on a des difficultés, on voit bien quand les gens parlent d'où ils viennent. Bourdieu avait écrit un livre qui s'appelait « Ce que parler veut dire ». Et on voit bien que dans la façon de parler, dans les mots qu'on utilise, dans l'étendue du spectre, le vocabulaire, dans la nature de la syntaxe, dans l'usage du ton. Vous savez, des gens qui parlent d'une manière assez particulière, étonnante. Il y a une publicité, je ne vais pas la dire, mais il y a un moment donné, on a l'impression que ces gens-là se mettent à parler comme François Hollande. La France, elle est soucie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Et donc, il y a un moment donné où on voit bien que des gens maîtrisent les codes linguistiques, les codes du langage, les codes du vocabulaire, et qu'ils peuvent avoir un débat. D'accord, pas d'accord, ils peuvent utiliser l'ironie, ils peuvent utiliser l'humour, ils peuvent calmer le jeu, ils peuvent envoyer une pique pour répondre avec une espèce de mise à distance, etc. Tous les gens qui sont incapables de ça, immédiatement, ils insultent. Et dès que l'insulte suit, d'abord le langage, l'insulte, c'est la fin du langage. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est la première gifle, le premier coup de pied, et puis on revient. Vous avez vu ce genre de choses? Et les gens reviennent avec des couteaux. Ils reviennent, quand ils n'ont pas le couteau sur eux, ils reviennent avec des tournevis, des marteaux. Les jeunes. Oui. Mais tout est lié pour vous, le fait que la lecture s'effondre dans notre pays, parce que là on a les chiffres sous les yeux, et on peut lier ça à l'augmentation de la violence? Alors là, pour le coup, il faudrait revenir à cette idée au statut de la violence. Je pense que dans le judéo-christianisme, même si, je le redis, il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament matière à justifier des actes violents, il n'y a pas eu les croisades, l'Inquisition par hasard, il y avait des textes de saint Paul qui le permettaient. Mais il y a quand même dans le Coran une culture viriloïde. Viril, okay, les mecs, les hommes, les durs, les costauds, les tatoués. Ce sont des guerriers. Ce sont des gens qui sont avec leurs chevaux et qui vont faire des expéditions punitives et qui égorgent et qui coupent la tête, etc. C'est une éthique de combat. Comme l'éthique féodale chez nous au Moyen-Âge, c'était aussi une éthique de combat. Il faut faire avec la société. L'islam est une religion qui pense le monde à partir de catégories du 7e siècle de notre ère. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, on se dit, mais c'est une éthique tout à fait particulière. La morale du désert, la morale chevaleresque des Arabes du désert, elle peut fonctionner dans une logique tribale, de tribu, donc pour le coup, au sens premier du terme. Est-ce qu'elle peut aussi fonctionner exactement de la même manière au XXIe siècle? S'il n'y a pas de travail expliquant que, attention, peut-être qu'on peut être un peu plus subtil, ce que je disais tout à l'heure de cet ami qui me disait, mais l'islam n'interdit pas l'alcool, il interdit un certain type d'usage de l'alcool. C'est plus du tout la même chose. Mais l'islam n'interdit pas la lecture. Alors ça dépend quel type de lecture. Vous allez toujours pouvoir trouver le verset dans la sourate qui nous dit que on doit augmenter son savoir jusqu'à la Chine. Si on a envie de savoir des choses sur Dieu, et il faut effectivement, donc des gens vous disent, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il faut être cultivé, intelligent, réfléchir, etc. Oui, bien sûr. Et puis après, vous avez un verset qui dit le contraire. Suivant qu'un individu ira prélever le verset qui justifiera l'intelligence, ou il justifiera avec un verset qui lui justifie la décapitation, ça viendra du même texte, ça ne donnera pas la même société. Mais j'ai bien peur que le problème de la lecture chez les jeunes soit évidemment un problème très général et pas lié à telle ou telle religion. C'est vraiment un problème qui touche absolument tous les jeunes, toutes les catégories mais la lecture du Coran, vous avez une lecture musulmane du Coran, et qui est une lecture de la répétition. Vous avez une lecture occidentale qui est une lecture de commentaires, ce qui ne signifie pas exactement la même chose. Bon, allez, on fait une petite pause, Michel Onfray, sur cette première partie qui était passionnante. On va se retrouver dans un instant. On va parler des commémorations d'Emmanuel Macron. Vous avez évoqué au début de l'émission le plateau des Glières, le 80e anniversaire des combats du plateau des Glières. On écoutera André Malraux à votre demande. Et puis on parlera aussi du pape, de ce que l'Église catholique a donné comme vision pour la dignité humaine. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va parler maintenant de l'Église catholique, puisque cette semaine, elle a donné sa vision de la dignité humaine avec un texte publié par le Vatican intitulé Dignitas Infinita, qui est le fruit de 5 ans de travail publié par le Dicaster pour la doctrine de la foi chargée du dogme. On fait le point avec Augustin Donadieu sur ce qu'il y a dans ce texte et je vous passe la parole pour savoir ce que vous en pensez. On regarde. Solennellement intitulé Dignitas Infinita, la déclaration sur la dignité humaine en français, le texte publié par le Vatican hier vient réaffirmer les principes éthiques qui fondent la vision de l'Église catholique de la personne humaine. 14 thématiques y sont abordées, parmi lesquelles la théorie du genre, l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie et le suicide assisté ou encore les migrants. Des sujets plus ou moins dans l'actualité,
sur lesquels l'Église a voulu rappeler sa pensée. Toute intervention de changement de sexe risque en général de menacer la dignité unique qu'une personne a reçue dès le moment de la conception. Sur l'homosexualité, l'Église se dresse contre sa criminalisation, toujours en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Afrique. L'Église dénonce le fait que dans certains endroits, de nombreuses personnes soient emprisonnées, torturées et même privées du bien de la vie uniquement en raison de leur orientation sexuelle. Sur la fin de vie, l'Église redit sa ferme opposition à l'euthanasie et au suicide assisté, alors qu'un projet de loi sur la fin de vie ouvrant le droit à une aide à mourir doit être présenté mercredi en Conseil des ministres en France. Alors Michel Onfray, on va revenir dans le détail de ce que dit l'Église catholique, mais pour vous, qu'est-ce que ce serait une définition de la dignité humaine ? C'est effectivement ce qui manque. Enfin, moi, je n'ai pas lu encore ce texte-là intégralement. J'ose espérer que la définition est donnée. Je ne sais pas où il y a de l'indignité. Je défends, moi, l'euthanasie, hein, mais je défends aussi le droit à mourir dans la dignité. L'expression, elle existe. On n'est pas indigne quand on est mourant. J'ai connu, moi, hélas, ces choses-là d'assez près. Il n'y a pas d'indignité. Il n'y a pas de... Des gens qui sont dans un état d'agonie ne sont pas indignes. Et je ne vais pas rentrer dans des détails, mais on peut vomir, on peut faire ses besoins partout, etc. C'est pas indigne. Et surtout quand on aime les gens, et puis même quand on les aime et qu'on est infirmier, infirmière, quand on est médecin, etc., et qu'on s'occupe des gens. Donc j'ai un peu un problème, moi, avec ce mot de dignité. Je ne sais pas où il commence de dignité. Et où il se termine. C'est ça. En disant quelqu'un qui fait sous lui, qui part par tous les morceaux, et il n'est pas indigne. Donc je défends tout de même... Il faudrait peut-être faire un débat sur l'euthanasie et la dignité, peut-être avec Philippe de Villiers, on avait eu l'occasion d'en parler. On le fera, promis, on va l'organiser avant la fin de la saison. La question se pose de la définition de la dignité. Moi, je pense que c'est la liberté qui est en jeu, plus que la dignité. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas de figure. Entre quelqu'un qui a eu un AVC massif et qui n'a plus les moyens de choisir de le vivre ou de ne pas vivre, etc., et puis quelqu'un qui dit « je n'en peux plus de vivre, aidez-moi à en finir », c'est pas du tout la même chose. Vous avez un suicide assisté, etc. Donc, il faudrait s'entendre sur ce sujet. Il faudrait donc lire très précisément le texte. Après, c'est un millefeuille, l'Église. Et Jésus est une chose, je ne vais pas parler de la question de l'historicité de Jésus, mais Jésus dit quelque chose. Vous avez écrit un livre là-dessus. Oui, moi je crois que c'est un concept, Jésus. Ce n'est pas une existence historique, mais enfin peu importe. Autre sujet de différence avec Philippe de Villiers. Mais donc, il y a Jésus, puis il y a le Christ crucifié, puis il y a Saint Paul, qui fabrique une doctrine. Puis il y a ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Ils pensent toutes ces questions-là. Puis après, vous avez les conciles. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand Jean-Paul, le pape dit à un moment donné, dès sa conception, c'est un truc philosophique, un moment philosophique très important. Pour une raison bien simple, c'est que quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, vous avez l'œuf et vous avez deux écoles philosophiques chrétiennes qui vous disent, pour l'une, Saint Augustin, dès qu'il y a l'œuf, il y a la vie. Et la vie, elle est digne. Et il y a l'humain. Et puis vous avez une autre école qui est celle de Thomas d'Aquin qui lui dit « Ah non, l'âme elle arrive plus tard ». Et donc l'âme elle arrive dès la conception, dit Augustin, c'est la doctrine officielle de l'Église, c'est ce que dit le pape. Et puis d'autres disent non, l'âme elle arrive à la 25e, 22e semaine, etc. Donc en attendant, s'il n'y a pas d'âme, on peut peut-être être catholique et justifier l'avortement. Alors vous pensez bien que Jésus n'a rien dit sur l'avortement, encore moins sur la gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand le pape parle au nom du Christ, il parle au nom des conciles. Et les conciles, ce sont des gens qui, alors quand on s'occupe un peu de l'histoire des conciles, vous avez des papes, des évêques illettrés, vous avez des gens qui arrivent alcooliques, alcoolisés, ils ont fait une espèce de fiesta entre eux, ils viennent de loin, etc. Vous avez des gens qui vous donnent un petit peu d'argent et qui disent tu vas voter pour l'âme qui arrive dès la naissance, d'autres disent non, tu vas voter pour l'âme qui arrive 25 semaines plus tard, etc. Les conciles, c'est pas seulement l'Esprit Saint qui s'exprime, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est parfois des tractations et chacun le sait. C'est même tout le temps, c'est le genre Assemblée Générale du Parti Socialiste, enfin quand le Parti Socialiste existait. Mais là, vous avez chez le pape, il faudrait reprendre chaque mot et dire attention, derrière tout ça, il y a 15 siècles de théologie, il y a 15 siècles de patristique, il y a 15 siècles. Mais avec des sujets d'actualité, Michel Onfray, la théorie du genre. Voilà, le Vatican dénonce avec force cette théorie du genre. C'est pas la même chose, la théorie du genre, par exemple, et l'euthanasie, et le mariage des homosexuels, et la possibilité de changer de sexe. Enfin, pas sur le même plan. Et puis les migrants, c'est-à-dire cette façon de prendre, que viennent faire les migrants dans cette aventure. On peut avoir peut-être un autre texte sur la question de l'hospitalité. Est-ce que l'hospitalité d'un homme, c'est l'hospitalité d'une civilisation, est-ce que, etc., etc. Enfin, il y aurait des choses à dire. Mais on voit les migrants apparaître dans cette aventure, on se dit, qu'est-ce qui tient tout ça, la dignité. Il y a une théorie de la vie dans l'Église qui est constante quand même, tout de même, cette idée que la vie est donnée par Dieu, elle doit être reprise par Dieu. Et les hommes n'ont pas à reprendre cette vie-là, ni même à la donner selon leur choix. Vous savez que la contraception est théoriquement interdite en dehors de la méthode Ogino,
et qui suppose qu'on puisse dire une méthode prétendument naturelle, mais pas de méthode artificielle, parce que c'est interdit. Vous ne choisissez pas, c'est Dieu qui veut. Tout ça, ça se discute. Moi, je trouve très bien que le pape dise des choses de cette nature-là, parce que c'est motif à discussion. C'est une civilisation qui se joue dans cette aventure. C'est même l'avenir d'une civilisation. Vous avez évoqué la question des migrants, et effectivement, les questions de l'immigration sont très présentes dans le débat public national. Cette semaine, les membres du Conseil constitutionnel ont rejeté la demande de référendum d'initiative partagée qui avait été formulée par les Républicains. Les Républicains souhaitaient pouvoir donner la parole au peuple français sur cette question-là. Ça ne vous étonne pas que le Conseil constitutionnel ait dit non, pour telle et telle raison, il n'est pas question d'organiser un référendum sur ce thème-là? Bon, ils font tous de la politique politicienne. Je rappelle quand même que les Républicains ne se sont pas manifestés comme des grands amateurs de référendum. Je crois me souvenir qu'il y a eu un moment donné, d'ailleurs, où un référendum a existé en 2005 et où en 2008, on a dit votre référendum, républicains, socialistes et autres, on dit on va vous le mettre à la poubelle tout de même. Donc il y a beaucoup de politique politicienne là-dedans. Moi, ce que je retiens dans cette aventure, le pire, c'est que la démocratie est morte. C'est qu'on va demander à un conseil des prétendus sages de décider de la politique de la nation. Donc la démocratie est morte pour vous? Oui, parce que c'est à la nation de décider de la politique de la nation. Et mais elle s'exprime dans des élections, la nation. Oui, alors là on est entièrement d'accord, mais là vous avez des gens qui vous disent non, ils ne s'expriment pas dans les élections. Ça continue. Ça continue. En 2005, on vous dit vous avez voté, vous avez mal voté, etc. On va vous refaire le référendum, on vous le remet à la poubelle. Là, ça continue. On va demander à M. Fabius, qui veut, je crois, rentrer à l'Académie française, ce qu'il en pense véritablement. Et M. Fabius et ses copains disent non, finalement, on a décidé que non. Mais qui sont ces gens-là? Mais ils ont peur du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, nos élites politiques, quelles qu'elles soient, de quelque parti que ce soit, ont peur des Français et du jugement des Français? Oui. Je pense qu'il y a le gaullisme, c'est ça, c'est de dire on va au peuple et le peuple nous dit j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. On n'a pas à demander à des conseils de sages qui sont des gens qu'on peut circonscrire, on dira pour rester poli, et qu'on peut inviter autour d'une table. Donc on peut toujours corrompre des gens avec lesquels on mange. C'est une leçon de Brillat-Savarin. Mais là, on se dit, mais on ne peut pas corrompre un peuple qu'on sollicite. Demandez au peuple. Ils sont sans cesse en train de nous dire, le général de Gaulle disait que, le général de Gaulle pensait que. Mais le général de Gaulle, il aurait dit, où sont vos référendums? On a un sondage qui a été fait pour CNews, CSA, CNews, Europe 1, JDD. Êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France? 69% des Français se disent pour. Oui. 31% contre. Donc les Français sont favorables à ce qu'on leur pose la question. Mais bien sûr, et voilà pourquoi ces gens-là ne sont pas favorables à ce qu'on demande au peuple, puisqu'ils connaissent la réponse. Vous dites, on demande au peuple, il va vous répondre majoritairement qu'il est pour. Et eux ne sont pas pour, puisqu'ils ont décidé qu'ils étaient pour l'immigration. Ils sont pour une immigration massive. Le peuple, il n'est pas contre l'immigration, il est contre une immigration qui est faite de manière sauvage, en disant tout le monde, parce que c'est formidable, comme le pape le fait. C'est juste de dire, non, s'il s'agit d'intégrer, de faire venir des gens qui veulent bien être intégrés, c'est-à-dire des gens qui peuvent réserver un certain nombre de pratiques, ce dont on a parlé tout à l'heure, pour l'intérieur, c'est l'intérieur de la maison, le domaine privé, où on dit non, on va s'habiller comme ça, on va manger comme ceci, on va se comporter comme ça, dans la maison, mais en dehors de la maison, eh bien, on est français, on a un mode de vie, etc. Donc les Français ont le droit de vivre, mais acceptons tous les gens qui veulent partager notre mode de vie. Quant à ceux qui ne veulent pas, peut-être ne sont-ils pas forcément prioritaires. Donc c'est très sain dans l'esprit des Français, ces choses-là. Simplement dans l'esprit de ceux qui disent non, on a absolument besoin de faire une immigration massive, parce qu'il faut absolument que le peuple que j'ai appelé old school, le peuple des travailleurs qui dit rien, qui paye ses impôts, enfin ses impôts indirects, parce que lui, quand il va chercher sa baguette, son morceau de beurre, etc., il paye des impôts. Et celui-là, on n'a pas envie de l'entendre. On dit taisez-vous. Monsieur, je ne vais pas reprendre son nom, mais je veux dire, monsieur du Conseil d'État, monsieur du Conseil constitutionnel, monsieur de telle instance, a décidé que la banque, le banquier de la BCE a décidé que. Et on dit oui, mais nous, elle est où notre parole? On dit non, mais c'est fini. Le peuple, il obéit, il ne commande plus. Le peuple doit commander, c'est ce que disait le général de Gaulle, et il commande d'une manière extrêmement simple, c'est-à-dire en faisant des majorités à l'Assemblée nationale, des majorités au Sénat, c'est-à-dire une majorité au Congrès, et il fait des majorités sur des questions comme le référendum. Et on peut très bien, moi j'ai confiance dans l'intelligence du peuple français, de dire on va faire des vrais débats dignes de ce nom sur un plateau comme ici, en disant on va faire un débat sur l'euthanasie, sur l'immigration, et on va entendre des gens, pas des gens qui ne sont pas d'accord avec tous les points de vue représentés, mais pas des gens de politique politicienne, alors des experts, des sociologues, des psychologues, des philosophes, des écrivains, enfin des gens dont l'intelligence est le métier un peu, je dirais, et des professeurs reconnus comme tels, etc., en disant on va s'expliquer, on va pas s'insulter, on va débattre, et puis après, une fois éclairé, c'est ce que disait Condorcet, une fois que le peuple est éclairé, il s'exprime et il fait la politique de la nation, qui se trouve conduite
par un chef d'État. C'est évidemment pas ce qui se passe actuellement. Alors justement, chef d'État, vous vouliez nous parler, mon cher Michel Onfray, des commémorations qui ont eu lieu le week-end dernier pour le 80e anniversaire des combats du plateau des Glières en Haute-Savoie, foyer ardent de la résistance où une centaine de martyrs furent tués en 1944. Le président Macron s'y est rendu. On va écouter un extrait du discours qu'il y a tenu, puis on va écouter après André Malraux, parce que vous avez tenu à ce qu'on ressorte une archive d'André Malraux de septembre 1973. D'abord, on écoute Emmanuel Macron. Alors que l'étau se resserrait sur les hommes des Glières, ils reçurent un ultimatum. Le chef de la milice offrait un sauf-conduit aux membres de l'armée secrète en échange de la livraison des communistes et des apatrides. Son message n'obtint pour toute réponse qu'un non. Parce qu'il n'y avait plus alors, précisément, aux Glières, aucune division. Il n'y avait que des enfants d'un même peuple de l'ombre. Leur nom à tous était la France. Leur cause à tous était la liberté. Leur grandeur partagée était les Glières. Voilà pour le discours du président Macron. On va écouter tout de suite le discours d'André Malraux, au même endroit, le plateau des Glières. C'était en septembre 1973. Écoutez-le. Et après, vous nous direz pourquoi vous avez voulu ces deux extraits-là. Comme tous nos volontaires, depuis Bir Hakeim jusqu'à Colmar, comme tous les combattants de la France en armes et de la France en rayon, nos camarades vous parlent par leur première défaite comme par leur première victoire, parce qu'ils ont été vos témoins. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du nom. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Formidable, quel ton inimitable, André Malraux. On ne va pas comparer les deux discours, c'est pas le sujet, Michel Onfray. Ah bon ? Quel est le sujet pour vous ? C'est quoi ? C'est cette manie des commémorations qu'on a de plus en plus ? C'est le quart d'heure club théâtre d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il n'habite pas son texte, il ne le croit pas, il n'est pas crédible. Pourquoi ? Parce que moi j'ai des frissons quand j'écoute André Malraux, quand j'écoute Macron, je rigole, quoi. Je me dis, il n'y croit pas, il va le faire demain. C'est un procès d'intention. Non. Vous ne pouvez pas dire que le président n'est pas ému en se trouvant au plateau des Glières. Je dis, alors il peut être ému, mais il va être ému par le contraire 10 minutes après. Moi je suis un citoyen qui le subit depuis un mandat et demi, là. Donc je vois bien, entre les discours et la réalité, ce qui va se passer. C'est quoi le message subliminal ? Il y a les résistants et puis il y a les collabos. Sous-entendu, il y a Marine Le Pen et moi-même. Je pense que tout le monde doit comprendre quand même ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire de la récupération. Malraux fait de la récupération aussi. J'entends bien mettre les choses en perspective. Quel type de récupération il fait à l'époque ? Malraux ? Oui. Alors, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, tout le monde a collaboré ou presque. Les vichistes, les pétinistes, etc. Les résistants, il n'y en a pas beaucoup. Des résistants qui moi, ont mes faveurs, sont des gens qui, le 10 juin 40, ils vont en disant on y va. Il n'y a pas Malraux. Notre ami Malraux, il arrive en mars 1944. Il n'y a pas nos amis communistes, qui eux sont 2 ans collabos, etc. Évidemment, il n'y a pas les maréchalistes, il n'y a pas, etc. Donc pas beaucoup de profs de fac, tous les profs de fac ou presque, tous les journalistes, tous les éditeurs, etc., ont été plus ou moins vichistes, maréchalistes, etc. Marguerite Duras distribue le papier pour Vichy et Pétain, etc. Que fait le général de Gaulle ? Il dit, il faut absolument qu'on fabrique une mythologie. Paris libéré par lui-même, etc. Donc on fait des commémorations. Non, alors lui, il invente une fiction qui est « La France a été résistante ». Et à la marge, il y avait quelques collabos. Et donc il faut absolument mettre en scène alors à la manière homérique avec Malraux, on va mettre en scène une résistance qui aura été la France. C'est bon pour la France. C'est pas bon pour moi. Pour être réélu, moi, un petit président de la République, je voudrais être réélu, je voudrais faire des bons chiffres aux prochaines élections. Donc c'est juste dire que la France est ingouvernable si effectivement elle est explosée, et il faut la rassembler. Donc on fabrique ce mythe-là. Et Malraux est là, et comme Homère ou comme Échille, enfin les grands tragédiens grecs, voilà quelqu'un qui nous raconte quelque chose, qui nous met les poils debout sur le bras, et puis on se dit, bon, on adhère à ce moment-là. Chez Macron, on sent bien qu'il y a toujours un petit truc, c'est-à-dire qu'il ne parle que de lui.
Et que vous pensez vraiment qu'il ne parle que lui? Mais tous les présidents ont fait ça. Ils ont tous commémoré. François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Mitterrand a organisé des commémorations. Ils ont tous. On va dire que vous avez raison, parce que je pense que quand vous n'avez pas raconté l'histoire, vous faites semblant de l'avoir rencontré. Quand vous n'avez pas rencontré l'histoire, vous faites semblant de l'avoir rencontré. Quand vous êtes le général de Gaulle ou Malraux, même si comme Malraux vous l'avez rencontré un peu tardivement, vous l'avez rencontré. Vous avez l'onction de l'histoire. C'est pas la même chose. Qui a eu l'onction de l'histoire après? Alors Mitterrand, mais quelle histoire? Si on peut se permettre de dire, la Francisque, la proximité avec la cagoule avant-guerre, les manifestations d'extrême droite contre les Juifs dans les années 30, c'est hommage au travail de Péan sur ce sujet. Mais effectivement, le chef de l'État devrait être beaucoup plus modeste sur ce genre de questions. Et peut-être laisser faire, alors peut-être pas son ministre de la Défense, mais je veux dire peut-être sa ministre de la Culture, je ne sais pas si elle est légitime aussi sur ce sujet, sur des commémorations comme celle-ci, on fait pas nation, et des militaires. On ne fait pas nation sur ces moments-là, Michel. C'est pas ces rares moments. On commémore les débarquements, on va le commémorer là. On commémore la fin des guerres. Le Normand que je suis prend le pari qu'on ne va pas parler beaucoup des Soviétiques le 8 juin. Le 6 ils ne seront pas là, oui. Non, ils ne seront pas là, mais simplement, cette guerre, elle a été gagnée parce qu'il y a eu Stalingrad. Il y a eu 20 millions de morts chez les Soviétiques, quand même. Donc je suis le premier à parler du pacte germano-soviétique, mais je veux aussi être le premier à parler du sacrifice du peuple soviétique, des soviétiques. À l'époque, il y a eu Stalingrad. S'il n'y avait pas eu cet effondrement du régime nazi sur le front de l'Est, il n'y aurait jamais eu les Américains en France. Faut pas arrêter avec la mythologie des Américains. Mais là, on va nous refaire le coup de la mythologie des Américains qui aiment tellement la liberté, qui sont arrivés là, etc. Il y avait aussi de l'autre côté les Soviétiques qui ont donné leur peau. Simplement, comme Poutine c'est un méchant et que les Russes sont tous des méchants, on ne va pas parler des Russes. Et on va pas, le 6 juin 1944, sur mes plages du débarquement, on n'aura sûrement pas un éloge des soldats soviétiques ou éventuellement d'un... Peut-être. Non, je prends le pari. D'accord. Mais en tout cas, je comprends ce que vous nous dites sur les commémorations et l'utilisation qu'en font les présidents, mais je trouve quand même que ce sont des moments où nous, on peut faire nation et se rappeler qu'on est un grand pays et qui a vécu des pans de l'histoire tragique. Je remettrai votre phrase au conditionnel en disant que ce sont des moments où nous pourrions. Et pas où on fait. On ne sait pas comme ça. Quand on voit ces gamins avec des t-shirts blancs, des baskets et des jeans qui sont là... Le plateau des Glières, ça vous a choqué, ça? Oui, c'est comme les gamins... Les enfants qui sont là pour cette cérémonie soient en basket? Oui. Il aurait fallu qu'ils soient en costard? Non, pas les enfants. Les enfants, ils sont là, ils assistent à ça, ils prennent une leçon. Ils ne donnent pas des leçons. Là, c'est notre époque. Les enfants donnent des leçons aux adultes, les enfants, ils ont des leçons à prendre. Ils sont là, ils écoutent, etc. Et on a peut-être des héros de l'armée française qui peuvent tenir ce discours, ce rôle-là. Des gens qui peut-être ont donné une jambe, un bras, leur vue, parce que ce sont des soldats de combat ou éventuellement des soldats de commando qui sont là, qui sont présents, qui sont l'élite de l'armée française, à qui on pourrait donner ce genre de travail à faire. C'est le moment. Le patron des Glières, c'est un militaire, c'est un soldat. Et là, c'est comme les gamins qu'on avait fait courir dans je ne sais plus quelle commémoration d'un cimetière de la guerre 14-18. Alors, ils étaient tous en train de s'égayer, etc. Mais c'est honteux. On doit aux morts autre chose que ça. On doit à la France et à l'histoire de France autre chose que ça. Et puis les enfants à leur place. Les enfants n'ont pas de leçons à donner aux adultes. Un jour, quand ils seront adultes, ça viendra. Mais pour l'heure, cette façon on voit, il y en a qui tirent le vêtement de l'autre. Est-ce qu'on regarde à côté? Est-ce que c'est le moment de poser sa fleur? On pose sa fleur, etc. On sent bien la répétition, un peu comme le discours de Macron est un discours de club théâtre. Là, on a eu des petits cours pour nous expliquer, vous faites 2 pas en avant, et puis c'est le moment de poser votre fleur. Alors là, ils se disent, qu'est-ce que je fais? Je pose 2 fleurs. Non, c'est 2 pas. Ah non, 2 pas, c'est pas 2 fleurs. Puis ils sont un peu paumés, et puis on assiste à tout ça. Non, c'est pas réglé comme du papier à musique, comme ça devrait l'être. Vous avez la dent dure, comme toujours, contre Emmanuel Macron, mon cher. Non, je vous assure que je l'avais avec tous les présidents de la République depuis non, mais c'est vérifiable. Nous vérifierons. Ah, mais c'est vérifiable. Au fil de vos déclarations. De Mitterrand jusqu'à celui-ci. Il vaut mieux pas être président de la République si on veut être apprécié par Michel Onfray. On va terminer par un petit clin d'œil, mon cher, parce que je vais vous parler d'une petite guéguerre entre Michel Sardou et Sandrine Rousseau. Michel Sardou, que vous connaissez évidemment, va être décoré, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, au mois de juin, à l'Élysée, par le président de la République. En apprenant la nouvelle, le sang de Madame Rousseau n'a fait qu'un tour. La voilà donc qui a dégainé un tweet trempé dans l'acide pour affirmer le patriarcat va tomber, il vacille déjà, mais ils se décoreront tous mutuellement. Est-ce que c'est un voyage en absurdie pour vous ou pas du tout? Est-ce que là on est face à une idéologie féministe qui est nocive? Moi, je crois plus beaucoup aux Légions d'honneur. Il y a quand même aussi une espèce de légèreté à la donner un peu à tout le monde et puis de facilité pour beaucoup de gens à l'accepter. Moi, ça tombe bien, on ne me l'a jamais proposé. Vous l'a proposé et vous l'auriez accepté? Non. D'abord, on ne me la proposera pas parce que je ne fais pas partie de tous ces gens à qui on les... Mais parce que ça se mérite et j'ai rien fait pour mériter ça. D'accord.
Il faut montrer du courage au combat, il faut honorer la France, j'ai pas fait tout ça. Donc, comme on fait après... Ou faire rayonner la France dans le monde entier. Oui, rayonner en faisant quoi? En disant j'écris des livres. Faut être sérieux. Et puis, peu importe, le sujet n'est pas là. Le patriarcat. Oui, on a tort de croire que quand Michel Sardou chante quelque chose, c'est ce qu'il pense lui, c'est un chanteur. C'est pas non plus... Alors on peut bien imaginer que quand Brassens chante quelque chose, il le pense. Mais pas vraiment Michel Sardou. Donc c'est un grand chanteur, c'est la chanson populaire française. Il symbolise le patriarcat ou pas? Sur certaines chansons, oui. Il y a des moments où effectivement il joue le rôle du macho. Mais c'est comme si on disait, vous avez vu, moi j'adore Jean Gabin par exemple, on va arrêter de voir les films de Jean Gabin parce que il y a un moment donné, il dit, je crois que c'est une réplique d'Othon Lara, tu vas pas lui claquer le beignet à ta gonzesse. Donc c'est un dialogue d'Audiard et on va dire, enfin, c'est inadmissible ce genre de choses. Bah oui, d'accord, c'est admissible, mais simplement c'est une époque. On ne pourrait plus faire ces films-là, évidemment. Et je pense que les chansons de Michel Sardou, on les ferait plus non plus. Donc Michel Sardou, c'est un monument de la chanson française, il a son âge, on le décore. Pour ceux qui acceptent ce genre de jeu des décorations, c'est une bonne chose que ce soit fait. D'autres ont mérité des décorations pour des faits de guerre moins honorables. Il faut rappeler juste que Michel Sardou, pendant son dernier concert à Paris, a égratigné Madame Rousseau au moment où il a lancé sa chanson culte « Je vais t'aimer ». Il dit « Aujourd'hui, on ne pourrait plus écrire cette chanson-là ». Ben oui. Il n'a pas tort. Non, mais bien sûr. Ben oui, l'époque a changé, on a une jeunesse qui ne pense plus les choses de la même manière. Il y a des figures qui sont tombées, la figure du père, la figure du soldat, la figure du prêtre, la figure du libertin. Le Don Giovanni de Mozart, ou le Don Juan de Tirso de Molina, ou les mémoires de Casanova, tout ça, c'est plus possible, c'est plus pensable. Ce libertin est un violeur, donc il faut absolument le mettre au bûcher. Mais c'est ainsi, il y a des figures, il y a eu des figures jadis qui ont disparu avec la Révolution française. Simplement, c'est pas parce que la Révolution française a supprimé la figure du libertin, par exemple, grand seigneur méchant homme, pour citer Molière, que pour autant on ne doit pas écouter Molière ou lire Molière. Vous avez raison. Voilà. Je voulais qu'on termine sur cette note un peu plus légère. Eh bien, vive Molière, si on veut vraiment être Molière léger, et vive Sardou aussi, au passage, comme ça. On les met peut-être pas au même niveau, mais on les aime. C'est pas la même chose, parce qu'en même temps, là, on n'a pas le temps pour ça, mais je veux dire que les chanteurs ont dit parfois beaucoup plus tôt que les philosophes un certain nombre de choses. Ou les acteurs de cinéma. Brigitte Bardot, par exemple, a fait beaucoup plus avec Vadim que Simone de Beauvoir avec Le Deuxième Sexe. Formidable thème de débat. On le garde pour la prochaine émission. Vous êtes d'accord? Volontiers. Merci en tout cas, Michel Onfray, pour cette heure passée en votre compagnie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. L'info continue sur CNews.